Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente aujourd'hui parce qu'on va parler de chaussures de course à pied et surtout comment les choisir. Je vais notamment un peu vous parler ensuite de la marque que j'utilise principalement, c'est-à-dire New Balance. Alors vous vous dites bien que la commune n'est pas encore assez grande pour que ce soit un partenariat, une OP, un sponsorship, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez. Mais New Balance, si jamais vous voyez cette vidéo, je prends les chèques, les virements, etc. Alors tout d'abord, comment choisir une paire de chaussures? Le plus important, tout d'abord, c'est le style. Non, c'est faux. Alors déjà, l'idéal, ça pourrait être d'aller consulter un podologue qui pourrait vous orienter vers un type de produit suivant votre foulée, votre morphologie, mais aussi si vous êtes pronateur, supinateur, neutre, ou encore plein d'autres raisons. Je reviendrai peut-être un jour pour vous parler des différents types d'arches plantaires, de la supination ou du pronation, l'attaque du pied, ou pour savoir dans quelle catégorie vous appartenez. Ici, on va prendre l'exemple d'une personne classique. Je vous rappelle que je ne suis pas spécialiste, ni podologue ou quoi que ce soit. Et la plupart des informations que je vais vous donner ici sortent de livres sur la course à pied. Bien entendu, je n'ai rien inventé. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et aussi pour aider à son développement. J'ai plein de projets en tête que j'ai envie de faire sortir. Et donc voilà, si ça vous plaît, je vous invite aussi à poser un petit pouce bleu. Et voilà, partagez. Premier point, la taille. Alors je vous invite à essayer les chaussures avant de les acheter ou de les commander sur internet parce que les tailles diffèrent suivant les marques, mais aussi au sein d'une même marque, entre les modèles, parfois il y a des petits changements. De plus, je vous conseille d'essayer vos chaussures en fin de journée quand votre pied sera plus gonflé qu'en matinée. Parce que quand vous allez courir, votre pied, lui, va gonfler et donc il ne faut pas que vous vous retrouviez avec une chaussure qui soit trop serrée, que votre pied soit trop comprimé parce que vous auriez essayé la chaussure le matin au réveil par exemple. Sur les côtés des chaussures, par exemple, il vaut mieux être un peu plus large que trop serré. Enfin, vous aurez un pied, généralement le droit ou le gauche, qui sera plus large que l'autre parce qu'on ne répartit pas parfaitement le poids sur ces deux jambes. Du coup, bien sûr, ajustez la pointure de vos chaussures sur le pied le plus large. Pour la longueur, vous devez avoir entre le bout de votre gros orteil et le bout de la chaussure l'épaisseur d'1 pouce environ. Bien sûr, si vous avez un orteil de morton, vous prendrez l'orteil le plus long, bien entendu. Ensuite, la largeur au niveau des orteils et du bol, j'ai pas retrouvé le nom en français, c'est donc la partie sous le pied, de là où partent les orteils, on va dire, là où on a souvent un appui, et qui est la partie du pied la plus large. Et donc si cette partie de la chaussure est trop serrée, le pied peut s'arquer à cet endroit-là. Donc si c'est trop serré, imaginons que ça c'est soit le pied, avec ici le bol et vos orteils là. Et donc cette partie qui est la plus large, si la chaussure est trop serrée, en fait votre pied peut s'arquer de cette façon. Du coup vous vous doutez bien que c'est pas fait pour, ça peut causer des gros déconforts et ça peut même aller jusqu'à causer des métatarsalgies. Car vous vous doutez bien que cette position n'est pas faite pour soutenir tout le poids de votre corps. Et donc une autre chose que vous pouvez faire pour connaître la taille de votre pied, sa largeur, etc., pour avoir une chaussure qui soit adéquate, c'est utiliser le dispositif de Brannock pour mesurer tout ça. 2. Les semelles. Achetez des chaussures avec des semelles intérieures qui sont amovibles comme ceci. On verra plus tard que c'est très très important. De plus, vous pouvez la sortir, même dans le magasin, et positionner votre pied dessus. Celle-ci, elle représente l'intérieur et l'espace qu'il y a dans la chaussure, et doit donc contourner votre pied. Et c'est un moyen qui est facile pour vérifier si la chaussure va être trop étroite ou beaucoup trop large, ou pareil en termes de longueur. 3. Le poids. Le poids de la chaussure n'a pas une grande incidence, ou du moins n'est pas le facteur le plus important quand vous cherchez à acheter une nouvelle chaussure. Le plus important, c'est d'avoir une chaussure qui vous convient en termes d'espace et de confort. 4. Le drop. Alors le drop, qu'est-ce que c'est? C'est la différence d'épaisseur de la semelle entre le talon et l'avant du pied. Attention à ne pas confondre avec l'épaisseur de l'amorti. Vous pouvez très bien avoir le même écart avec des semelles qui seraient beaucoup plus épaisses. Du coup, si vous courez pieds nus, ça correspond à un drop de 0 mm puisque vous n'avez pas de semelle et donc la même différence entre le talon et le pied. Et si vous courez avec des talons aiguilles, eh bien, vous aurez un drop qui sera immense puisque vous avez une grosse différence d'épaisseur entre le talon et l'avant. Attention d'ailleurs, si vous courez avec des talons aiguilles, c'est pas conseillé pour les chevilles. Et donc le drop, il aura une incidence sur vos muscles, vos tendons et vos articulations. Certains muscles et tendons seront par exemple soulagés avec des drops élevés et donc moins sollicités, tandis qu'avec des drops faibles, vous risquez de diminuer le risque de blessure au genou.
C'est pourquoi il faut faire très attention lorsque vous changez de drop. Il faut le faire très progressivement. En termes de chiffres, la plupart des chaussures proposent des drops qui sont compris entre 0 et 12 mm, on va dire. Et au moment où je vous parle, il n'y a pas de preuves ou d'études qui montrent scientifiquement qu'un drop, donc élevé ou faible, soit meilleur qu'un autre. Un drop élevé amènera une foulée avec une attaque sur le talon et un gros déroulé, alors qu'un drop faible se rapprochera d'une foulée qui serait naturelle. C'est donc à vous de trouver ce qui vous convient. 5. Le roulement. Si vous courez très souvent, essayez de courir avec plusieurs paires de chaussures pour pouvoir tourner et laisser à vos chaussures une chance de respirer, de sécher, de se reposer, et ça permettra d'augmenter considérablement leur durée de vie. 6. Les lacets. Essayez de remplacer les systèmes de lassage traditionnels par des systèmes de lassage élastique. Déjà, c'est pratique, hein, vous avez juste à les enfiler et ça ne se défera pas ou ça ne se détendra pas pendant votre sortie. Du coup, pas d'excuse pour s'arrêter et faire une pause pour lasser ses chaussures, attention. Hein. Mais surtout, le gros avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, pendant la course à pied, votre pied va gonfler. Et du coup, le fait d'avoir des systèmes de lassage élastique, ça permettra aux élastiques de s'étirer, et donc votre pied aura plus de place, et il ne sera pas plus en plus comprimé par un lassage traditionnel au milieu d'une chaussure au fur et à mesure que la sortie avance. Donc j'ai ici 3 modèles de lassage différents, avec ici tout d'abord le lassage Salomon, un système d'attache rapide, mais qui n'est pas élastique, attention. Et ensuite 2 autres systèmes. Donc ici on a un élastique qui est très caoutchouteux, c'est de la marque Unchain, ça vaut une vingtaine d'euros de mémoire. C'est vraiment pas mal, vraiment pas mal, c'est super solide, on voit que c'est hyper résistant, c'est facile à mettre, ça ne bouge pas, ça ne se détend pas, et une fois que vous avez fait les bons réglages, c'est parfait. Et ici on a un système que vous pouvez trouver, je crois que ceux-là je les ai pris sur Wish pour 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. C'est pas mal non plus, alors ceux-là sont quand même mieux, mais ils sont quand même 10 fois plus chers. Hein. Donc ceci c'est un peu le même système, donc là on a sur un élastique un peu différent, et que vous pouvez venir régler ici. Et voilà, c'est un petit peu moins précis on va dire, vous avez ce système qui forcément va balancer pendant votre course à pied, donc je vous conseille de bien le régler, comme ça une fois que la chaussure est tendue, ça ne bouge pas. 7. Acheter des semelles en carbone. Alors les semelles en carbone, elles sont plus axées pour les compétitions, et donc la datation carbone nous ramène en 2017 avec l'arrivée des Nike Vaporfly qui ont cassé quelques records quand même. Hein. Elles permettent d'éviter une perte d'énergie dans la foulée et du coup d'optimiser le rebond, la propulsion. Vous vous fatiguez moins, vous faites moins d'efforts, du coup vous pouvez pousser plus fort. Par contre, ça a un prix élevé et qui peut se justifier seulement si vous cherchez à les grappiller quelques secondes, voire minutes sur une grosse course. Je voulais juste vous dire de faire attention parce que Nike a surpris un peu tout le monde en sortant ces chaussures extraordinaires qui faisaient courir vite. Et à peine 2 ans plus tard, toutes les marques avaient sorti leur modèle. Et donc il y a peut-être marques qui ont sorti des modèles un peu tôt, qui auraient nécessité peut-être un peu plus de recherche et développement, qui se sont juste dépêchés pour concurrencer le marché. Donc voilà, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, je dis juste renseignez-vous si vous avez un modèle en tête. 8, on prendra forcément le prix en compte, puisque les chaussures de course, vous en trouvez de 30 à 300 euros, il y en a des prix de tous les côtés. Et enfin, 9, aussi important, la longévité. Des marques vont proposer parfois de très bonnes semelles, mais avec des durées de vie plus courtes, il faut le savoir. Le rapport qualité va donc être à réfléchir. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser beaucoup pour avoir un énorme confort, mais aussi faire la concession de devoir changer les semelles peut-être plus régulièrement, comme avec certaines On ou Oka One One? Ou alors vous cherchez la paire de chaussures qui va vous amener sur plus de 1000 km, peu importe le confort. Ou alors vous optez pour une solution de chaussures moins chère, type Decathlon, qui propose quand même un confort bien sympa, et que vous allez du coup pouvoir changer plus régulièrement, parce que justement vous ferez beaucoup d'économies sur le prix. Bon, du coup, avec tout ça, qu'est-ce que j'ai choisi? D'abord le drop. Je voulais un drop qui soit intermédiaire, c'est d'ailleurs ce qui m'a été conseillé par mon podologue, et donc je suis parti sur du 6 mm, qui est donc à peu près la moitié de ce qu'on peut trouver sur le marché, et qui me convient très bien. Il m'avait d'ailleurs conseillé la marque New Balance, et j'en suis jamais parti. Elles ont un excellent rapport qualité-prix,
Et d'ailleurs, si vous êtes à Lille, vous avez le magasin d'usine, où vous pouvez trouver des bonnes affaires, mais également sur Internet, on trouve souvent de super promos, et parfois aussi en vente privée. Du coup, bah, voilà ma troisième paire chez eux, qui m'a coûté 60-70 euros, et c'est un prix qui est quand même bien plus qu'honnête. Et attention, astuce, concernant l'espérance de vie des chaussures New Balance, et pas que ces modèles-là. J'avais changé ma première paire au bout de 700-750 km parce que ça a commencé à faire un petit moment que je sentais un certain inconfort pendant que je courais. J'allais faire de même avec la paire qui a suivi, celle-ci. Quand j'en ai parlé avec un collègue ultra trailer, la PTL et tout, ça rigole pas, qui m'a expliqué l'astuce. En réalité, le point faible des chaussures New Balance, c'est pas la semelle extérieure, mais c'est la semelle intérieure. Et elles valent pas grand-chose. Du coup, bah, c'est quoi le truc ? Et bah, vous courez avec, et au bout de 600 bornes, vous les changez, et vous êtes reparti pour 600 autres bornes. Du coup, bah, pour celle-ci, c'est ce que j'ai fait. Au bout de 600 km, j'ai changé. J'ai pris des modèles de chez Decathlon, et je suis reparti, et j'ai fait à peu près 1150 km avec celle-ci. Alors la semelle extérieure, elle était encore correcte, on va dire. J'aurais pu continuer un peu plus, mais bon, ça faisait 6 mois que j'avais reçu celle-ci. Donc avant de changer la semelle intérieure des bleus. Et du coup, bah, j'en avais marre qu'elle prenne la poussière, du coup, j'ai changé. Donc bah, du coup, pour une chaussure qui m'avait coûté environ 60 euros, vous rajoutez 15 euros de semelle, 75 euros, vous faites 1100-1200 km. Honnêtement, c'est ultra rentable, hein. Attention par contre avec ce modèle. Donc ce sont les Fuel Cell Eco, et je leur trouve un gros problème de fabrication. Cette partie-là remonte sur votre tendon d'Achille et vient frotter votre pied quand vous courez. Et moi qui aime courir avec des chaussettes basses, eh ben, elles m'ont ouvert au niveau des deux tendons, hein. Alors il n'y a pas de souci avec des chaussettes standards qui montent plus haut, mais bon, ça fait rager quoi, hein. Du coup je ferai bien attention la prochaine fois, et j'en ai informé le fabricant. Ensuite j'ai celle-ci, toujours chez New Balance, les 1500 V6, qui sont plus axées pour la compétition et qui me servent pour les courses et pour les séances de VMA. Bah, je les adore, on sent qu'elles sont plus réactives et qu'elles me renvoient plus d'énergie et me donnent un meilleur rebond. Alors pour le trail par contre, j'ai pas trouvé mon bonheur chez New Balance, ils font pas de chaussures de trail en 6 mm de drop. Du coup, eh ben, la seule paire que j'ai pu trouver, ce sont les XA Alpine Pro de chez Salomon, qui sont axés montagne, c'est ce que je cherchais, avec un bon gros parterre et d'une bonne semelle avec des bons grips. Alors, ce sera peut-être pas les chaussures de trail les plus rapides, ça c'est sûr, mais moi c'est ce que je cherchais parce que je m'en sers aussi pour mes randonnées en montagne. Et donc voilà, je cherchais des chaussures légères et surtout avec une belle protection à l'avant du pied. Encore une fois, le choix d'une marque, d'un modèle ou du drop reste quelque chose de très personnel. Les chaussures des uns ne conviennent pas forcément aux autres. Moi, par exemple, j'avais, quand j'ai commencé à courir, essayé les Ultra Boost de chez Adidas, donc le haut du panier de la marque, et impossible pour moi de courir plus de 2-3 km sans avoir des problèmes de genoux. Donc c'est pas forcément, même pas du tout, que la chaussure est mauvaise, c'est simplement qu'elle ne correspond pas à ma foulée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a aidé, bonne chance dans la recherche de la chaussure idéale, ciao!